Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la correction des exercices que j'ai donnés sur la notion de la maladie non professionnelle. Nous allons donc corriger tout ça ensemble et repasser un petit peu sur de la méthodologie quant à ce sujet, à cette notion, pour la pratiquer correctement en paye. Allez, c'est parti pour les résultats. À tout de suite. Les deux premiers cas que je vous avais donnés étaient des vérifications de bordereau d'indemnité journalière de la sécurité sociale. Parce que souvent on vous apprend à calculer les IJSS, mais en fait, lorsque vous êtes en service paye ou que vous devez mener un audit dans une entreprise, eh bien il faut savoir lire les documents officiels. Alors c'est le même travail, mais en sens inverse. On va sortir les mêmes règles, mais à partir d'un document officiel qu'on va valider ou infirmer. Donc j'ai ressorti les éléments qui bordent mon cas. Quant à la salariée, pour pouvoir en traduire qu'elle est mensualisée et que je vais donc prendre en référence les 3 mois de salaire antérieurs, tel qu'on l'a vu au niveau des règles lorsque je vous ai fait le tuto sur la notion, je vais border le cas par rapport à mon arrêt, le motif de mon arrêt. C'est une maladie non professionnelle et ce n'est pas un cas Covid, puisque j'ai dit que les tutos ne portaient pas sur les spécificités des cas Covid. J'en traduis donc que je vais avoir 3 jours de carence sécurité sociale. Je rappelle que ce sont des jours calendaires, donc tous les jours, même le samedi et le dimanche. Ensuite, je vais reprendre les dates de mon arrêt qui part du 18 avril. Le dernier jour de travail étant le 16, ça m'aide à calculer le départ des jours de carence et par conséquent le départ de l'indemnisation en IJSS. Et cet arrêt va jusqu'au 18 mai inclus dans un premier temps. Peut-être il sera prolongé. J'en conclus donc que mon indemnisation se fait à partir du 21 avril 2021. J'ai bordé mon cas quant à mon salarié pour en traduire les salaires que j'allais prendre pour vérifier mon calcul d'IJSS. J'ai bordé mon cas par rapport à la nature, au motif de mon arrêt. Maladie non professionnelle, j'en conclus donc que j'ai 3 jours de carence. J'ai bordé mon arrêt quant aux dates pour savoir quand est-ce que sont les jours de carence et à partir de quand l'indemnisation de la sécurité sociale doit partir. Je peux ensuite reprendre mon bordereau d'IJSS et vérifier si les premiers éléments sont conformes. Je vois bien que j'ai une carence du 18 au 20 avril, c'est donc conforme à ce qu'on vient de voir au préalable. Mon IJSS part bien du 21 avril et sur ce premier relevé, parce qu'il y en aura des suivants qui iront jusqu'au 18 mai ou plus loin si l'arrêt est prolongé, sur ce premier relevé, mes IJSS partent bien du bon jour, c'est-à-dire du 21 avril tel qu'on l'a défini au préalable. J'ai donc bien 3 jours de carence et 2 IJSS qui sont versés sur ce bordereau. Maintenant, il va falloir vérifier si le montant de l'IJSS brut est bon. Et ici, ce sont les IJSS nets qui seront versés à l'entreprise en cas de subrogation, aux salariés s'il n'y a pas de subrogation. Alors, allons vérifier ces montants. C'est pour cela que je vous avais donné une fiche individuelle du salarié qui reprend sur une année les totaux bruts qui ont été versés à cet apprenti. Mon arrêt est en avril, je prends les 3 mois précédant l'arrêt, janvier, février, mars. On a dit qu'on prenait les salaires soumis à cotisation. Là, on est dans un cas ordinaire, donc ce sera le total brut. Je vais donc prendre les salaires bruts de janvier, février et mars. Je constate ici, en janvier, que mon salaire est diminué. En effet, l'apprenti a déjà été malade en janvier. Si vous vous rendez sur le site que je vous ai mis dans le tuto, sur le salaire rétabli, eh bien, le motif de la maladie est concerné. Il va donc falloir rétablir le salaire de la salariée pour le calcul des IJSS. Et je vais le rétablir au montant qu'il aurait été gagné si elle avait travaillé, à savoir le salaire de base plus sa prime d'ancienneté. Je tombe donc sur le même montant que les 2 autres mois et j'ai donc un total de 3 mois qui est de 3 fois 1259,45. Je me suis fait des petits outils.
je me suis fait des petits outils de calcul et je reprends les éléments essentiels parce que le plus vous serez méthodique, le plus vous irez vite à agir, à calculer, à traduire en paye et le plus vos résultats seront bons. Ce sont des outils qui peuvent largement accompagner un logiciel de paye. C'est pas parce qu'il y a le logiciel qu'on ne peut pas vérifier les éléments. Et je le répète, si un jour vous êtes appelé pour un audit, il faudra bien que vous connaissiez et que vous ressortiez vos règles de calcul pour vérifier si les documents sont conformes à ce qu'on attendait. Ce peut être, sans parler d'un audit, le cas d'un salarié qui demanderait des explications sur son bulletin. Il est très peu professionnel que de lui répondre c'est le logiciel qui a fait. Donc il faut toujours pouvoir s'expliquer et s'armer de petits outils, c'est pas inutile. Ma période de référence pour le calcul de mes IGSS, janvier, février, mars, j'ai repris les salaires bruts. Je me suis mis la valeur du plafond à 1,8 SMIC. Souvenez-vous, c'est le maximum que je ne peux pas dépasser par mois. C'est le plafond qui est pris pour le calcul des indemnités journalières. En l'occurrence, on est largement en dessous. Le salaire retenu sera donc le salaire brut, les 3 salaires bruts que la salariée a touchés. J'ai ensuite totalisé mes 3 mois. Compte tenu que je suis dans le cas d'une salariée mensualisée, payée au mois, que je prends les 3 mois antérieurs, le dénominateur c'est 91,25. J'obtiens donc un montant de revenus journaliers antérieurs à 41,40. Je sais qu'en matière de maladie non professionnelle, j'indemnise à hauteur de 50%. J'obtiens donc une IJSS brute journalière de 20,70 €. Et si je remonte dans mon relevé, c'est exactement ce qui a été calculé. Je vais plus loin dans mes détails de calcul. J'ai 3 jours de carence du 18 au 20. J'ai donc des IJSS versés pour le 21 au 22 pour ce premier relevé. J'ai donc bien 41,40 €. J'ai précompté, calculé la CSG CRDS sur revenu de remplacement à 6,70% que la Sécu prélève sur les IJSS bruts et j'obtiens bien 2 IJSS nets pour 38,64 €. Si je remonte sur le relevé, je peux maintenant dire que tous les éléments de ce relevé sont bons par rapport aux conditions, au profil de ma salariée, par rapport au profil, au motif de mon arrêt et par rapport à la périodicité de mes dates d'arrêt maladie. Voilà pour ce premier cas. On va passer au deuxième. Deuxième cas de vérification de bordereau d'IJSS que je vous avais donné. Le cas d'un salarié cadre entré en juin 2019, dernier jour de travail le 2 avril. Là, je vous avais mis un extrait d'arrêt maladie, un vrai arrêt maladie. Donc sur cet arrêt, qu'est-ce que j'ai relevé moi ? J'ai relevé que l'arrêt était à partir du 6 avril. J'ai relevé qu'il était jusqu'au 9 avril inclus. J'ai donc bordé les dates de mon arrêt. J'ai ensuite, comme tout à l'heure, ressorti les éléments clés. À savoir que c'est un salarié mensualisé, je vais donc prendre les 3 mois de salaire antérieurs. Donc, arrêt d'avril, et bien comme tout à l'heure, janvier, février, mars, pour les mois à retenir, pour le calcul des IJSS. Je suis dans un arrêt ordinaire de maladie non professionnelle. Je vais donc avoir 3 jours de carence sécurité sociale. 6, 7, 8 avril ne seront pas indemnisés par la Sécu et l'indemnisation partira à compter du 9 avril 2021. Je vais ensuite aller voir ce que j'ai sur mon bordereau. Eh bien écoutez, encore une fois ça colle. J'ai bien la carence du 6 au 8 avril, mais maintenant je sais l'expliquer. J'ai bien l'IJSS pour le 9 avril. Et là, compte tenu que l'arrêt s'arrête à cette date-là, eh bien il n'y aura pas d'autres relevés, il n'y aura pas d'autres versements. J'ai bien les 3 jours de carence, une IJSS. Il nous reste à vérifier le montant de cette IJ brute et le montant que ça donne en net. Je reprends la fiche individuelle de mon salarié qui ressort les éléments bruts des 12 mois précédents. Alors, évidemment,
Dans la vraie vie, j'aurais pas ressorti les 12 mois. Si je vous ai mis 12 mois, c'est un petit peu pour vous faire chercher et vous repérer pour voir si vous preniez d'autres mois que ceux qui étaient en référence. Voilà, évidemment que dans la vraie vie, j'aurais appelé que les 3 mois précédents. Ça aurait été trop facile. Je vais donc reprendre janvier, février, mars. Je prends les salaires bruts qui sont indiqués et que je suppose être les salaires soumis à cotisation, puisque c'est cela qu'il nous faut pour calculer l'IJSS, et je reprends le petit tableau outil que je me suis créé. Période de référence, janvier, février, mars, les salaires bruts que je vais porter dans mon tableau, la valeur du SMIC au dernier jour du mois qui précède l'arrêt et donc le taquet maximum par mois que je peux prendre. Je constate que mon salaire brut est chaque mois supérieur à ce plafond. Par conséquent, le salaire retenu sera ce plafond. Et je ne pourrai pas retenir plus. Le total des 3 mois, 3 fois ce montant-là. Encore une fois, je suis dans un salarié mensualisé avec les 3 mois précédents et donc je sais que le dénominateur c'est 91,25. Le montant de mon revenu journalier en gain est de 91,99,7. Alors j'ai fait exprès de laisser les 3 chiffres parce que vous constaterez que si vous faites l'opération, vos tableaux Excel ou vos calculatrices vont arrondir au-dessus. Là, je souhaitais vous faire voir que la Sécu a estimé que le taquet journalier était fixé à 45,99 et non pas 46. Voilà, c'est tout. 3 jours de carence du 6 au 8, j'ai bien une IJSS brute pour le 9 de 45,99, ce qui donne une IJSS nette à 42,91. Je reviens dans mon bordereau, 45,99, 42,91. Je peux une nouvelle fois conclure que mon bordereau d'IJSS est bon. Et ainsi, vous avez validé vos éléments en paye. Vous avez, si vous êtes en subrogation, récupéré l'argent que vous deviez récupérer sur l'arrêt de votre salarié. Et si c'est votre salarié qui a touché les IJSS, il a été rempli de ses droits. Donc c'est très important de vérifier ces éléments-là. Voilà, ça c'était pour la première partie sur les vérifications de bordereau. On va passer aux 2 cas de calcul de maintien de salaire. A tout de suite. Deuxième partie d'exercice, calculer un maintien de salaire employeur et je reprécise en brut. Le calcul du maintien sur le net fera l'objet d'un tuto à part. J'ai donc remis à l'écran les conditions du cas et nous allons partir dans l'outil que je me suis fait pour calculer les différents pas à pas pour mener au résultat qu'il fallait trouver. Encore une fois, c'est beaucoup une histoire de méthodologie. On reprend ses règles, on attire toutes ces normes, la loi, la convention, tous ces éléments-là. On reprend toutes les conditions particulières, le profil du salarié concerné. On ressort tous les éléments qui concernent le motif de l'arrêt et ensuite, on peut commencer à travailler. En l'occurrence, moi j'ai ressorti que c'était un salarié entré il y a 4 ans. J'ai ressorti les dates de l'arrêt et c'est une maladie non professionnelle, encore une fois, hors cas Covid. J'ai ressorti le fait que l'employeur n'entre dans le champ d'aucune convention. En conclusion, application des dispositions de la loi de mensualisation sur les arrêts maladie. Et cette loi de mensualisation a dit quoi ? Avoir un an d'ancienneté au moment de l'arrêt pour bénéficier du maintien employeur. Je croise les données. Mon salarié a bien cette année d'ancienneté nécessaire. Il va donc y avoir maintien de son salaire après 7 jours de carence. Je suis ensuite allée ressortir sur le site officiel de service public que je vous avais montré dans mon tuto sur la notion, selon son ancienneté, à combien de jours il a le droit et à quel pourcentage du brut. Eh bien de 1 à 5 ans d'ancienneté, on a le droit à 60 jours répartis. 30 jours à 90%, 30 jours à 66%. J'ai tous les éléments pour commencer à travailler.
Je rappelle que si ce salarié n'avait pas bénéficié du maintien, alors il aurait suffi de faire son salaire avec ce qu'il y avait à lui payer en plus et les éléments liés à l'absence. Point. En revanche, pour un salarié qui est concerné par un maintien de salaire, eh bien vous avez vu, je vous ai ressorti encore de la méthodologie. J'ai fait le point sur les éléments à valoriser. Eh bien je vais avoir une absence en moins, un maintien employeur en pourcentage du brut en plus, des IJSS sur la période de maintien de salaire en moins en haut de bulletin. Le maintien est dû sous déduction des IJSS. Je reviendrai sur cette partie-là qui est très souvent mal pratiquée. J'ai listé les différents éléments qu'il va falloir valoriser. Il est évident qu'à chaque fois, je ressors les règles de droit relatives à chaque élément. Concernant la valorisation de l'absence, eh bien moi je suis partie sur le réel. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que la Cour de cassation a tranché sur le fait que c'est la seule méthode qui permette d'avoir une absence valorisée réellement proportionnellement sur le salaire par rapport à la valeur de l'absence en heures. Ce salarié, il m'était précisé qu'il travaillait 8 heures par jour du lundi au jeudi et 3 heures le vendredi. Et donc là, forcément, ça vient impacter l'horaire réel du mois de l'absence. Par conséquent, si je reprends mon calendrier et les horaires du salarié, j'ai 4 semaines à 35 heures et 3 jours de 8 heures. Ça me fait un total de 164 heures. J'ai ressorti son salaire de base, il est payé 2150 € brut par mois. Et j'ai donc calculé le taux horaire ramené au réel, 2150 € divisé par 164 heures. J'ai ensuite valorisé la durée de l'absence. L'absence, on m'a dit qu'il était en arrêt du 8 au 22 mars inclus. Si je reprends mon calendrier, j'ai donc 2 semaines pleines à 35 heures et 8 heures pour le 22. La valeur de l'absence totale est donc de 78 heures par le taux horaire et vous donne le montant qui est indiqué ici. Ensuite, je suis passée à la valorisation du maintien employeur. De quoi j'ai besoin ? Eh bien, j'ai dit que j'avais un maintien après 7 jours de carence. J'ai donc valorisé la carence qui va être d'une semaine, du 8 au 14 et donc de 35 heures. La valeur de la carence, c'était 35 heures par le taux horaire réel. Et le maintien, lui, employeur, va être de la différence entre la totalité de l'absence et cette carence. Et uniquement à 90% pour les 30 premiers jours. En l'occurrence, je suis dans les 30 premiers jours. J'ai donc l'absence totale moins la carence à 90% ou bien, si vous préférez, les 78 heures totales d'absence moins les 35 heures de carence multipliées par le taux horaire réel et à 90%. Je vais enfin, dans un dernier temps, valoriser mes IJSS. Je reprends tout le système de calcul qu'on a vu précédemment. Je suis avec un salarié mensualisé. Je vais donc reprendre les 3 mois antérieurs à l'arrêt de salaire. J'ai 3 fois 2150 puisqu'il n'y a aucun élément qui est venu s'ajouter ou se soustraire sur les mois précédents. Je jette un œil sur la limite du 1,8 SMIC et 2150 c'est inférieur. Donc je ne suis pas embêtée avec ce plafond-là. La valeur du gain par jour, la valeur d'une IJSS brute en matière de maladie ordinaire à 50%, la carence du 8 au 10 mars. Je vais donc avoir des IJSS sur cet arrêt du 11 au 22, à savoir 12 IJSS brutes au total, le montant indiqué. Mais attention, je ne vais déduire sur mon bulletin en haut de bulletin que les IJSS qu'il y a eu sur la période du maintien. Il faut bien que vous compreniez que les IJSS qu'on retire en haut de bulletin, il faut qu'il y ait une contrepartie de maintien. On ne peut pas
retenir une IJSS alors que l'employeur a donné 0. Il faut comprendre le principe. L'employeur donne le maintien, alors je peux retirer une IJSS. Ce qui veut dire qu'il y a 4 jours où l'employeur n'aura pas de maintien. Je vous ai fait une petite barre espace-temps ici pour découper l'arrêt. L'arrêt débute le 8 mars. Il va y avoir 3 jours de carence du 8 au 10. Il va y avoir 7 jours de carence du 8 au 14. Sur la période là où il n'y a pas de maintien, l'employeur n'a pas à déduire les IJSS en haut du bulletin. Ce serait retirer de l'argent. En revanche, on les reversera en bas de bulletin parce qu'il y a subrogation. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. L'employeur donne ici. Alors, je suis justifié à retirer les IJSS du maintien parce que les IJSS se déduisent du maintien, le maintien étant dû sous déduction des IJSS, mais je ne retire pas des IJSS si je donne 0. D'accord ? Ça, il faut que ce soit bien clair et bien perçu. Et mes IJSS nets, sur lesquels j'ai appliqué les 6,70% CSG-CRDS sur revenu de remplacement, je vais reverser la totalité des IJSS en revanche en bas de bulletin et en net. Et je vous ai fait le petit calcul des IJSS net fiscales qui vont être intégrées dans le PAS, comme je l'ai vu dans mon tuto. Elles ne seront pas dans le net imposable. En revanche, sur une durée de 2 mois, l'employeur doit intégrer les IJSS net fiscales dans le PAS. Et ces IJSS net fiscales se calculent IJSS brut moins part déductible de CSG à 3,80, ce qui vous donne ce montant-là. D'accord ? Donc, IJSS brut, que vous multipliez par 3,80%, vous obtenez un montant, vous enlevez ce montant de ces IJSS bruts et vous avez les IJSS net fiscales. Eh bien, on en arrive à la fin. À la fin et à la construction d'un extrait de bulletin. Imaginons là, eh bien, c'est notre haut de bulletin. Ici seraient calculées toutes les charges et ça, c'est notre bas de bulletin. Ok ? Alors, je place mon élément salaire de base en gain, mon absence maladie pour sa totalité en retenue, mon maintien employeur du 15 au 22 à 90%, mes IJSS du 15 au 22, conformité au niveau des dates, j'en ai 8 au montant brut, déduction des IJSS du maintien. Il faut absolument faire apparaître 2 lignes, un élément, une ligne. Je ne fais pas la soustraction des éléments pour indiquer dans le maintien simplement la somme des 507 moins 282. Non, on fait bien apparaître tous les éléments. J'obtiens donc mon total brut et je vais reverser en revanche toutes les IJSS nettes qui sont perçues sur la totalité de la période, à savoir du 11 au 22. Donc 12 IJ net égales que je reverse aux salariés parce qu'il y a subrogation et que c'est moi, employeur, qui les ai touchés. Voilà comment il fallait traiter le premier cas. On va aller corriger le deuxième cas de maintien de salaire. J'ai remis l'énoncé à l'écran. C'est donc ce cas-là que nous allons corriger maintenant. Et là, on va faire le parallèle entre les dispositions légales et les dispositions conventionnelles, c'est-à-dire qu'on va pratiquer la hiérarchie des normes. Je vous retrouve avec mes petits outils de calcul. Même technique, même procédé, même méthodologie. Et vous allez commencer à prendre l'habitude. J'ai qualifié les éléments relatifs à ma salariée. Elle est entrée il y a 6 ans. J'ai qualifié les éléments relatifs à l'arrêt. C'est une maladie avec les dates du 4 au 11. De nouvelle fois, on est hors cas Covid. J'ai ressorti la précision suivante. L'employeur entre dans le champ d'une convention. Il va donc falloir comparer les dispositions de la loi de mensualisation avec celles de la convention collective. Et je rappelle le procédé. 1. Je ressors les conditions de la loi qui nous dit avoir un an d'ancienneté au moment de l'arrêt pour bénéficier du maintien. C'est le cas de ma salariée.
Et donc, elle bénéficie de toute façon d'un maintien sous les conditions de la loi de mensualisation après un délai de 7 jours de carence. Ayant 6 ans d'ancienneté, j'ai ressorti les droits auxquels elle peut bénéficier et qui sont de 80 jours, puisqu'on monte de 10 jours en 10 jours par tranche de 5 ans. Elle peut donc bénéficier, sous les conditions de la loi, d'un maintien à 40 jours à 90% et 40 jours à 66. Ensuite, j'ai ressorti les conditions de ma convention collective. Elle est cadre, elle a 5 ans d'ancienneté, en dessous c'est 10 ans, donc elle ne les a pas. Elle peut bénéficier d'un maintien d'une durée de 2 mois à 100%, d'une durée de 2 mois à 75%, après un délai de 3 jours de carence. Je n'ai même pas besoin de mener le calcul sous la loi de mensualisation pour me rendre compte que sur cet arrêt, d'un seul coup d'œil, ma convention collective est plus avantageuse. Pourquoi ? Mon délai de carence est 4 jours plus court. De toute façon, sur un arrêt du 4 au 11, avec 7 jours de carence, j'aurai, si je ne me trompe pas, une seule journée d'indemnisé. Oui, c'est ça. Alors qu'ici, avec 3 jours de carence, je vais avoir plus de jours d'indemnisé. Deuxième point sur lequel ma convention est plus avantageuse, le 100% contre le 90%. Puis le 75% contre le 66. Alors, je précise une chose. Je suis partie du principe que cette convention collective prévoyait un maintien sur le brut. Comme je le répète, nous verrons le maintien sur le net dans un autre tuto. Là, on part du principe que la convention nous indique un maintien sur le brut. Donc, d'un seul coup d'œil, pour 2 maintiens sur le brut, je peux tout de suite conclure que ma convention est plus avantageuse et que je vais donc appliquer ces dispositions-là à cet arrêt pour ma salariée. Et bien ensuite, c'est exactement le même procédé que celui qu'on a fait pour l'autre cas. Quels sont mes éléments à valoriser ? Quelle est la valorisation de l'absence ? Et encore une fois, je retiens le réel pour qu'il y ait une réelle concordance, proportionnalité, comme la Cour l'utilise comme terme, proportionnalité entre l'absence et la valeur de l'absence impayée. Pour cette salariée qui est à 7 heures par jour avec une petite faute que je corrige en direct live, pour cette salariée, le nombre d'heures du mois est de 7 heures par jour. J'ai 4 semaines à 35 heures, 3 jours à 7 heures, ça fait 161 heures. Son salaire de base est de 2570 €. Le taux horaire ramené au réel, même chose que tout à l'heure, le salaire de base divisé par le nombre d'heures réelles du mois de cette salariée. Encore une fois, durée de l'absence au total, et bien du 4 au 11, j'ai 42 heures parce que j'ai 6 jours à 7 heures, 6 jours ouvrés, qu'on s'entende bien. Valeur de l'absence totale, et bien mes 42 heures par mon taux réel. Étape suivante, la valorisation du maintien de l'employeur. Alors là, on a une carence de 3 jours, donc on a une carence du 4 au 6. Cette salariée ne travaillant pas le samedi, je n'ai que 14 heures sur cette carence, le jeudi et le vendredi. Valeur de la carence, bien les 14 heures multipliées par le taux horaire réel, et la valeur du maintien, encore une fois, à votre choix. L'absence totale moins la valeur de la carence. Vu qu'on est dans du 100%, je laisse comme ça, ou bien les 42 heures moins les 14 heures de carence par le taux réel, ce qui me donne la valeur du maintien de salaire. Ok ? Je vais ensuite valoriser les IJSS de cette salariée, et là, attention, on m'a indiqué que à un mois donné, elle a touché un demi 13e mois pour une valeur de 1285 €. Et c'est exactement au mois de janvier. Je ressortais mes données de mon cas. Donc j'ai 2 mois de salaire à 2570 et j'ai un mois où elle a son salaire de 2570 plus ses 1285 €. Alors, attention, je fais attention que la limite des 1,8 SMIC n'est pas dépassée pour chaque mois.
Je vais donc reprendre la valeur des 3 mois pris pour le calcul et je me rends compte que pour le mois de janvier, eh bien je dépasse. Du coup, je prends 2 mois à 2570 et le mois de janvier dans la limite de 2798,24. Ok ? Donc, valeur du gain par jour, eh bien mon total de ces 2 mois plus ce plafond pour janvier. Mon dénominateur de 91,25, la valeur du NIJI à 50%, la carence du CAT au 6, ça veut dire que je vais toucher des IJSS du 7 au 11 et je vais donc en toucher 5. IJSS sur maintien à déduire du brut, et bien là on a tout, puisqu'on a la même chose, regardez mon petit schéma en bas, on a la même chose entre la carence sécu et la carence employeur. Donc le maintien de salaire employeur va partir au même moment que vont partir les IJSS. Donc là je vais avoir le même montant de mon total brut IJSS, sécu, et sur le bulletin. Même chose, calcul en net des IJSS et les IJSS net fiscales. On finit sur l'extrait de bulletin avec haut de bulletin, calcul des charges. Ah, j'ai pas calculé, j'avais donné le 22%. Attendez, je vais faire une petite pause et je vais calculer avec le 22%. La magie du direct. Voilà, j'ai rectifié le tir. Donc du coup, j'ai calculé mes charges à 22% sur mon brut. J'obtiens ce montant-là. Je reverse les IJSS net aux salariés parce qu'il y a subrogation. Donc j'en ai 5 pour leur valeur nette. Et ensuite, mon brut, moins mes charges salariales, plus mes IJSS net que je lui reverse, nous donne un net à payer avant impôt, sauf erreur de calcul, qui est du montant affiché. Voilà ce que je souhaitais vous montrer. J'espère que vous aurez bien compris pour la méthodologie. En fait, c'est beaucoup une histoire de méthode. Forcément, il faut connaître les règles. Forcément, il faut connaître la notion de hiérarchie des normes pour comparer les textes, ne pas vouloir aller plus vite que la musique et ne pas vouloir couper court à certains éléments qui pourraient être importants. Pourquoi ? Parce que, d'expérience, je peux vous dire que certaines conventions collectives, qui paraissent être plus avantageuses un certain temps, vont devenir moins avantageuses sur la durée parce que la loi de mensualisation prévoit une indemnisation qui croît réellement au fur et à mesure du nombre d'années d'ancienneté, là où certaines conventions vont s'arrêter pour des gens qui ont 30 ans d'ancienneté par exemple. La loi de mensualisation prévoit du coup des nombres de jours indemnisés plus importants que les conventions collectives. Donc il ne faut pas tout de suite partir dans l'idée que la convention est plus avantageuse. Et surtout, prenez bien le temps de ressortir les éléments pour qualifier votre salarié, de ressortir les éléments pour qualifier votre arrêt de travail, ressortir les éléments justement loi de mensualisation d'office et convention collective ensuite, de bien comparer les deux quant à leur disposition, d'appliquer le plus favorable aux salariés et s'il y a besoin de mener 2 calculs, eh bien on mène 2 calculs. Ensuite, bien faire le point sur les éléments qu'on va avoir à valoriser, valoriser cette fameuse absence, valoriser le maintien de salaire, valoriser les IJSS ou bien vous attendez le relevé de la sécurité sociale et construire votre bulletin. Alors oui, bon nombre de logiciels de paye le font automatiquement, je le répète, ce n'est pas, je l'ai vu beaucoup en 21 ans, des logiciels qu'on laisse travailler tout seul et qui font des erreurs. Je l'ai vu très très souvent. Donc même si vous êtes assisté d'un logiciel, prenez 5 minutes. Quand ces règles sont sues sur le bout des doigts après, ça prend pas longtemps que de vérifier qu'un bulletin a les bons éléments, que de vérifier qu'un bordereau de la sécurité sociale est conforme à ce qu'on attendait. Il est de la responsabilité de l'employeur que le salarié au niveau de la Sécu soit indemnisé comme il le faut. Et ça, c'est issu d'un arrêt de la Cour de cassation qui est tombé parce que
Ils vont reconstituer le salaire par rapport aux éléments déclarés en DSN. Si ces éléments sont faux, c'est de la responsabilité de l'employeur. La Cour de cassation l'a tranché ainsi. Donc, on a le devoir de vérifier tous ces éléments. J'espère fortement que tout ça vous aura bien éclairé sur la nébuleuse des arrêts maladie non professionnels, parce que c'est souvent quelque chose qui paraît très compliqué, mais je le répète, si tout est bien organisé, si tout est bien hiérarchisé, si on met bien les choses les unes après les autres, eh bien en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'espère en tout cas avoir vos commentaires par rapport à ça. Si cela vous a bien aidé, si du coup vous comprenez beaucoup mieux, parce que c'était vraiment dans cette optique-là. Je vous retrouve très bientôt, j'espère, au flux de mon activité, vous l'aurez bien compris. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et portez-vous bien surtout. À bientôt.